Il s'appelle Vladimir Kara-Murza et il est russo-britannique, il a 42 ans et il a eu le tort d'être un opposant à Vladimir Poutine. Résultat, cet homme a été condamné l'année dernière à 25 ans de prison. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'il a été hospitalisé alors qu'il est en détention. Ce sont la femme de cet homme et ses avocats qui l'ont annoncé. Son épouse, évidemment, est dans le brouillard concernant le sort de son mari. Nous n'avons aucune information sur l'état de Volodya, sur les raisons pour lesquelles il a été transféré à l'hôpital et sur ce qui se passe réellement. Malheureusement, nous n'aurons pas d'informations avant la semaine prochaine, car pendant le week-end, tout le système pénitentiaire russe est fermé. Il faut rester prudent, mais Nadezhda Koutepova, quand on voit ce qui se passe, on se dit que c'est exactement ce qui s'est passé avec Alexeï Navalny. Oui, c'est la même chose. Il faut expliquer pourquoi Vladimir Kara-Murza a été arrêté. Vladimir Kara-Murza, il est défenseur des droits de l'homme, il est politicien. Il a fait lobbying des sanctions contre la Russie après l'année 2014, plusieurs années. Il a fait des discours dans des parlements des pays différents, en Europe, aussi aux États-Unis, en prouvant que Poutine et son entourage volent l'argent, font de la corruption, il ne faut pas avoir les relations avec eux. Et aussi, il a fait cet acte héroïque pour rentrer en Russie, parce qu'il a dit que moi, je suis russe, même de citoyenneté, je dois travailler pour la Russie. Et il a été arrêté pour trahison d'État, pour ses efforts convaincre le monde occidental ne fait pas l'amitié avec Poutine. Il a été poisonné 2 fois. Oui. C'était des enquêtes qui ont été faites par des chercheurs indépendants. Ça veut dire qu'il souffre d'une maladie qui s'appelle polyneuropathie. Exactement. C'est une maladie très complexe qui donne tout d'abord des symptômes différents et en plus aussi, les maladies chroniques se montrent autrement avec ce type de posement. Et alors, c'est vrai que le système est très fermé. C'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle des ONG, même des gens qui appartiennent à camp de Poutine et des gens qui appartiennent aux droits de l'homme. Il y a des figures comme ça. Ils connaissent rien. Et c'est une vengeance de Poutine. C'est un moyen à montrer que je suis forte, je décide tout, je peux vous pourrir dans la prison et vous me faites rien. Et je pense que les Occidentaux doivent continuer les efforts de diplomatie pour demander sa libération. Et son avocat qui est à côté de lui, Vadim Prokhorov, il devait aussi enfuir de la Russie parce que la Russie aussi intimide des avocats de Navalny qui sont arrêtés. Vladimir Prokhorov est enfui. Il y a des autres qui restent en Russie, mais toujours sur la menace d'être arrêtés. Et c'est des purges propres qui continuent en Russie. Et ce qui dit que rien ne passe, il faut continuer la relation, regardez, et ça peut être passé avec vous demain. Alors, je précise d'ailleurs, vous avez parlé de ce qu'on lui reprochait. Cet homme, ça lui a valu d'être condamné en avril 2023 à 25 ans de prison pour trahison et pour diffusion de fausses informations sur le conflit en Ukraine. Une peine d'ailleurs, je rappelle, qui était quand même si elles le sont toutes en Russie, spécialement lourde. Dans le droit russe, nous sommes tous diffusent la fausse information, tandis que c'est le mot qui est totalement imaginaire. Évidemment. Quand même, Aurélien Duchesne, est-ce qu'on a des raisons aujourd'hui d'avoir vraiment peur pour cet homme? Parce que il y a son état de santé qui en fait est particulier, on l'a bien dit, il souffre d'une pathologie. Malgré tout, est-ce que selon vous, on cherche à le faire disparaître de manière visible ou non d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a à y gagner, Vladimir Poutine, avec cette disparition, si jamais elle doit avoir lieu un jour? Mise en application de la maxime de Staline, la mort résout tous les problèmes, pas d'homme, pas de problème. C'est-à-dire que en début d'année, d'aucuns, quoi qu'on en dise, étaient tout de même surpris que Vladimir Poutine ait osé aller jusqu'à tuer Navalny. Parce qu'évidemment, dès les premières années de son règne, il y a eu des journalistes qui sont passés par la fenêtre, qui ont été suicidés dans des circonstances mystérieuses, mais on se disait, il n'osera pas toucher à Navalny. L'attention qui lui est portée par la communauté internationale est trop forte. Là, d'aucuns pourraient se dire que Kara-Murza est citoyen russo-britannique, que Vladimir Poutine n'osera tout de même pas liquider un ressortissant britannique. Eh bien si, d'autant que, comme vous l'avez dit,
le mode opératoire rappelle exactement ce qui est arrivé à Navalny, ce qui rend d'ailleurs d'autant plus courageux la démarche qui a été celle de Kara-Murza de rentrer en Russie. Et enfin, une fois que Kara-Murza, comme c'est probable, sera mort de maladie, d'accident, de suicide, ou je ne sais quelle raison qu'il sera rentré par le Kremlin, voilà, mort subite aussi. Personne ne peut citer là dans la rue d'instinct un grand opposant russe qui reste encore en Russie. C'est-à-dire que les noms les plus connus restent Yulia Navalnaya, Mikhail Khodorkovsky, Garry Kasparov. Tous ces gens-là font partie de la communauté russe émigrée à l'étranger. Après Kara-Murza, il ne reste plus vraiment de grandes figures connues à l'international de l'opposition russe. Oui, il y a Yachine ou encore... Mais c'est la même chose, il est aussi maintenant emprisonné plus... C'est un peu où on part, où on meurt en fait. Oui, de rappeler aussi que quand même Kara-Murza est aussi journaliste et ça compte dans ce qui est en train d'être dit. Je souscris à ce qui vient d'être dit. De toute façon, Poutine, on le laisse tuer, on le laisse faire et on s'imagine que de le laisser envahir l'Ukraine et tuer des Ukrainiens, ça le calmera pour ne pas tuer sa propre population. Non, tout ça marche ensemble. Tant qu'on le laisse faire en Ukraine, c'est cette pulsion de mort qui est à l'œuvre et c'en est une des stigmates parfaites. De rappeler aussi où il était emprisonné, la fameuse prison IK6, qui est un lieu de terreur emblématique du système carcéral russe, qui est l'un des plus brutals au monde, si ce n'est le plus brutal. C'est un lieu qui est connu pour être un lieu de torture, d'humiliation, de viol et de coups. Donc, Kara-Murza a été sorti donc pour se rendre à un hôpital et si on se fie à ce que dit son avocat Vadim, il explique en fait sa journée, c'est-à-dire qu'il a demandé une audience pour le voir qui a été reportée parce que ce n'était pas l'heure, puis reportée parce que ce n'était toujours pas l'heure, jusqu'à l'heure où finalement la prison est fermée et réouvrira lundi matin. Donc on est vraiment dans un scénario vraiment stratégie de meurtre extrêmement pervers. Façon Kremlin, exactement. Donc on espère qu'il en sera autrement, mais effectivement, il y a de quoi être inquiet et que sa femme s'inquiète, oui, il y a de grandes raisons. Général, est-ce que sa double nationalité, parce que je rappelle qu'il est russo-britannique, est-ce que cette double nationalité, elle est utile pour lui ou au contraire, ça va jouer contre lui parce qu'il représente, un poids encore plus important justement dans une éventuelle négociation? Ni l'un ni l'autre. C'est un opposant russe, il mourra. Pour cette raison et seulement. Voilà. C'est la mort lente. Comme Navalny, c'est la mort lente, empoisonné, enfermé, il ne peut pas être soigné, il mourra. Et c'est terrible parce qu'on voit que le problème, être opposant au régime de Poutine, en Russie, devient totalement impossible. Mais lorsque vous êtes opposant à l'extérieur de la Russie, vous n'avez pas de poids. Donc c'est la difficulté. Donc, comme vous le disiez, vieille méthode stalinienne, pas d'homme, pas de problème. Donc on élimine au fur et à mesure. Et donc effectivement, le troisième que vous citiez, dont j'ai oublié le nom, ça va être du même acabit. Et Poutine, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Si vous voulez, on peut toujours faire les pieds au mur, expliquer je ne sais pas quoi. Il ne répond pas et ça va durer comme ça. Je ne vois pas ce qui peut le faire changer aujourd'hui, compte tenu de la position dans laquelle il est, dans laquelle il pense qu'il est en situation de force et que de toute façon la guerre qui doit être prolongée pour lui, elle doit être prolongée parce que ça lui permet de renforcer le système à l'intérieur de la Russie et donc de tenir la Russie. Et en tenant la Russie, il ne faut pas avoir d'opposants en Russie, sinon on ne tient pas bien. Et où il faut utiliser ces opposants pour faire peur et bien marquer. Et moi, je me souviens des obsèques de Navalny. Quel courage avaient ces gens qui venaient et qui, devant la caméra, disaient qu'ils ne voulaient pas de ce régime. Où sont-ils aujourd'hui? Je pense qu'une enquête journalistique serait très intéressante pour savoir ce que sont devenus ces gens qui ont fait ces déclarations devant les caméras. Avant de vous donner la parole à Nino Kremer, j'aimerais juste qu'on réécoute justement un extrait de son épouse qui dit qu'aujourd'hui, elle était déjà inquiète pour son état de santé. Évidemment, dans ces conditions de détention, l'état de santé peut encore s'aggraver. Écoutez. Les avocats n'ont pas remarqué de détérioration brutale de son état de santé au cours des dernières visites. Nous savons tous qu'il présente des symptômes de polyneuropathie après 2 empoisonnements.
Et ses symptômes ne s'amélioreront pas en isolement où il a déjà passé plus de 280 jours. Petit à petit, cela ne fait qu'empirer car la polyneuropathie affecte le système nerveux périphérique et par conséquent les nerfs, grosso modo, meurent dans les membres. Aline Lebey-Kramer, est-ce que justement le fait que cette femme prenne la parole, handicap, empoisonne un petit peu la vie de Poutine, ou est-ce qu'au contraire, ça vient renforcer la démarche qui est de dire regardez, en fait, je fais ce que je veux avec les gens et il sert pour l'exemple. Donc en fait, heureusement qu'il y a de la communication pour relayer ces actes. Probablement aussi sur la deuxième option, parce que je crois qu'on a du mal à s'imaginer à quel point les cerveaux de ce gang qui est à la tête de la Russie et qui gère le Kremlin sont pervers et ont besoin de toute façon de cette terreur. Donc finalement, d'en parler, ça va renforcer, ça peut renforcer, en tout cas, j'en ai pas la certitude, parce que heureusement, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais ça peut potentiellement aussi renverser ce jeu auquel il s'adonne, mais avec un délice. Il faut voir, parce que il y a des milliers de journalistes qui sont en prison en Russie. Ça, c'est une figure emblématique connue en Occident, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a énormément de journalistes. Il y a aussi des journalistes ukrainiens. Et la perversion de leur traitement, la façon dont tout ça est tressé comme un scénario qui rend dingue. De toute façon, le but de cette bande-là, c'est de nous rendre tous fous. Donc ça participe à la phobie globale et de rappeler, parce que vous parliez des gens qui s'étaient rendus aux obsèques de M. Navalny, où sont-ils? Mais il faut se rendre compte aussi que faire du journalisme en Russie, c'est terminé. Du vrai journaliste au sens d'investigation, c'est terminé. Sur le sol russe. On a une pensée aussi pour un confrère qui s'appelle Evan Gershkovitch, qui est aussi en prison. Son dernier papier publié, c'était sur l'effondrement économique de la Russie. Manifestement, il avait visé juste, vu qu'il a été tout de suite coffré. Finalement, cet article qui disait des choses extrêmement justes, c'est un des meilleurs papiers sur la situation économique et les effets des sanctions qui étaient jamais publiés. Mais tout ça a été... Bref, tout ça pour vous dire que c'est une dictature infâme et qui est en train de tuer aussi ses voisins. Et tant qu'on le laisse tuer ses voisins, à savoir l'Ukraine, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête dans n'importe quel champ qu'il a décidé d'investir. Mais c'est à peu près toute la vie des Russes et toute la vie des Ukrainiens. En continuant ce sujet, je voudrais dire que le 9 juillet, ici à Paris, Russie Liberté, dans l'espace Liberté, ça peut être trouvé sur le page, organise l'action qui s'appelle « Écrire des lettres aux prisonniers politiques russes et ukrainiens qui sont en prison ». C'est processus déjà organisé, ça veut dire chacun, même le français et la française, peut venir écrire cette lettre. Ils vont être envoyés et on a déjà des retours. Le système fonctionne. Est-ce qu'ils vont les recevoir? Ils vont les recevoir? Oui. On peut les recevoir, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne en tout cas. Encore les lettres. Un trou dans la raquette, sans doute. C'est très important parce que les gens se sentent solitaires. Imaginez quel entourage entre eux, qu'ils se sentent trahis. Il faut montrer notre solidarité avec eux.